L'horrible affaire du charnier du Yunov, un mystère terrifiant dévoilé. Oui, non. Un crime terrifiant a été découvert avec le corps de 13 religieuses enterrés dans un charnier. Démêle soigneusement le mystère. Le police s'est retrouvé confronté à des témoignages dispersés. Les tâches de sont cachées depuis des années un terrible secret tapis dans l'ombre du temple. Béa. Plongez dans cette affaire mystérieuse avec nous. Les découvertes choquantes. Le matin du 10 juillet 2008 vers 7h, un groupe de 4 villageois du village de Ménine, situé dans le comté de Mudonte, dans la province du Yun, est parti ramasser du bois de chauffage et des feuilles sèches dans un champ derrière le temple. Béa. Cette zone au bord d'une petite colline était rarement fréquentée. En approchant d'un terrain accidenteux, une forte odeur putride envahit l'air, au début. Ils ont cru qu'il s'agissait de la carcasse d'un animal mort depuis longtemps, cependant. L'odeur nauséabonde les yeux déstabilisés, l'un d'eux suggérait d'y regarder de plus près. Au grattant soigneusement les termes qu'ils ont remarqué des taches brun foncé sous la surface. Quelques instants plus tard, un bruit de main décomposée émergeait de l'éther. La panique s'était emparée du village, deux villageois criaient se sentant enflés terrifiés. Tandis que l'un d'entre eux reste figé sous le choc. Le cœur battant, comprenant qu'ils étaient tombés sur un crime horrible. Ils ont immédiatement alerté les autorités locales. En moins d'une heure, la police du comté de Mudong est arrivée sur les lieux, le Major Lufeng, un officier expérimenté dans le traitement des affaires complexes, était à la tête de l'enquête. Il est rapidement ordonné le bouclage de réseau pour empêcher toute accès non autorisé. Un scrutin de seul perturbe. Il remarquait les vastes étendues de terre creusées de manière irrégulière, son instinct lui a dit qu'il ne s'agissait que d'un seul corps. Il pourrait y avoir plusieurs victimes enterrées ensemble. Alors que l'équipe médico-légale commençait ses fouilles minutieuses. L'odeur nauséabonde de décomposition s'intensifia, les agents enfilèrent rapidement des masques de protection et pulvérisèrent du désinfectant. Ils découvrirent bientôt plusieurs morceaux de tissu marron. Certains soupçonnèrent d'abord qu'il était porté par des agriculteurs locaux. Mais un examen plus approfondi confirmait que les vêtements ressemblaient à des robes monastiques. Le major Lufeng échangea un regard tendu avec son assistant. Il ordonna à son équipe d'accélérer. Ils fouillent tout au documentant méticuleusement chaque élément de preuve. Au cours de leurs travaux, je mentionnais le temple Leiyun situé à proximité. Un lieu que les villageois vénéraient profondément, ce temple était connu pour son abbé charitable, qui venait régulièrement en aide aux pauvres. Le temple était-il lié à cette macabre découverte? Ou des criminels avaient-ils simplement utilisé ce lieu isolé pour se débarrasser de leurs victimes? Personne n'ose tirer de conclusions hâtives, l'enquête ne faisait que commencer. Découverte du charnier. À mesure que l'équipe creusait plus profondément, d'autres parties de corps apparurent. Les corps étaient dans un état de décomposition avancée, suggérant qu'il avait été enterré depuis longtemps. Les os exposés se mêlaient à l'éther et la décomposition offrait un spectacle poignant. L'équipe médico-légale s'est divisée en deux groupes, l'un s'est concentré sur les fouilles, tandis que l'autre a documenté chaque objet retrouvé. À mesure qu'il élargissait la zone de recherche, il devenait de plus en plus évident qu'il ne s'agissait pas d'un site funéraire ordinaire. L'humidité, le soleil brûlant avait séché le souk. Accélérant légèrement les fouilles, les agents ont installé des bâches pour protéger le site de la chaleur. Le major Lufeng que le regard sévère. Il était informé qu'au moins 6 corps avaient été retrouvés, tous des femmes. Si les vêtements bruns étaient bien de robes de religieuses, il ne s'agissait plus d'un simple massacre mais d'un massacre ciblé. Vers 14 heures, les agents prudemment continuaient à creuser vers l'ouest. L'odeur nauséabonde s'intensifiait. Bientôt d'autres corps ont été découverts empilés les uns sur les autres, enveloppés dans des tissus bruns flambeaux. Certains portaient encore des cheveux, tandis que d'autres étaient décomposés jusqu'à l'os. Un par un, l'équipe médico-légale soigneusement séparait en balles les restes. Un silence pesant s'est installé sur le site. Personne ne parlait inutilement. La gravité du crime pesait lourdement sur tout le monde. À 16 heures,
Les fouilles ont été temporairement interrompues pour permettre des analyses médico-légales plus poussées. Il restait tous les objets collectés ont été transportés au laboratoire pour examen. Le Major Lu Feng affecté 2 agents à la surveillance du site pendant la nuit. Veille ce qui n'y ait pas de perturbation. De retour au quartier général. Il est immédiatement convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe d'enquête criminelle. Le rapport initial confirmait que les corps étaient tous des femmes, probablement des religieuses, et que leur décès était étalé sur une longue période. Et la recherche des victimes. Laisse tomber devenue de fortes pluies ont transformé le site de fouilles en un bourbier-bois. Pourtant les agents sont restés vigilants, conscients que toute perturbation pourrait détruire de preuves cruciales. Pendant ce temps, à l'intérieur du temple Beia, de faibles lumières clignotaient le rôle principal. Les moines continuèrent leur rituel du soir, apparemment inconscients de l'horreur qui se déroulait juste à l'extérieur de leur terrain sacré. L'aube du 11 juillet 2008. Le Major Lu Feng et son équipe d'enquêteurs se dirigèrent vers le temple de Beia. Leur objectif: rencontrer l'abbé, s'enquérir des éventuels non disparus. Simultanément, l'équipe médico-légale reprit l'analyse du reste exhumé, bien que l'identification complète prenne des jours qu'ils espéraient déterminer les caractéristiques clés des victimes. À cette heure précise, d'équipe d'enquête arrivée aux portes du temple, quelques fidèles âgés passant par le jetèrent un regard curieux aux policiers. Mais ils ne s'arrêtèrent pas, l'atmosphère sereine du temple demeure intacte. Après avoir informé une nonne de l'entrée de leur demande de voir l'abbé, Paul leur demande d'attendre. Le Major Lu Feng a profité pour inspecter les lieux. Cependant, il s'agissait aujourd'hui de diplomatie et non de recherches officielles. Quelques minutes plus tard, un moine d'âge moyen s'approcha. Explique que l'abbé était occupé mais qu'il le rencontrerait prochainement. Son attitude était respectueuse et ses réponses mesurées. Le temple Beia n'a que quelques résidents permanents, dit-il. Beaucoup de jeunes nonnes viennent pour une formation de courte durée. Je ne garde donc pas toute seule d'esprit. Lorsqu'on lui demande s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel récemment, il secoue les têtes. Nous avons parfois des voyageurs ou des mendiants qui passent, mais rien d'anormal. Il s'excuse, promettant à l'abbé de se retrouver dans 10 minutes. À 8 heures du matin, l'abbé apparut enfin, un homme mince d'une 50aine d'années, vêtu d'une robe marron clair, et salua calmement et les invitait à entrer. Exprimant sa surprise face à cette visite, il écoutait le Major Lu Feng mentionner vaguement une enquête au cours de les zones, évitant soigneusement de donner des détails sur les fosses communes. Il demanda si le temple avait recensé des nonnes disparues récemment. L'abbé répondait: je ne me souviens d'aucun cas précis. Les nonnes viennent fréquemment, certaines restent de façon permanente. Mais beaucoup sont ici que pour une formation temporaire. Je n'ai de registre que pour celles qui résident actuellement ici. Il appelait ensuite une nonne nommée Duchad pour lui apporter le registre du temple. Le registre contenait une liste de noms clairsums avec de brèves informations sur leur ville d'origine. Seule cette nonne résidait actuellement au temple. Celle qui était partie n'avait aucune date ni raison de départ enregistrée. Ce manque de documentation inquiétait le Major Lu Feng. Si les nonnes disparues n'étaient jamais signal de comment pourrait-on les retrouver? Il demande si quelqu'un avait disparu subitement au cours de l'année écoulée. L'abbé soupire. Nous ne limitons pas leur déplacement, si elles décident de partir. Je n'interviens pas, je leur souhaite simplement bon voyage. Bien qu'apparemment qu'elle. L'esprit de Lu Feng s'emballait. Pourquoi tout était-il si facilement introuvable? Avant de partir, il informait l'abbé qu'il pourrait revenir pour de plus amples informations. L'abbé acquiesce sur ce pleine coopération. De retour au siège, les rapports médico-légaux confirmèrent une triste réalité. 13 victimes. Toutes des femmes âgées de 20-30 ans. Certains corps étaient plus gravement décomposés que d'autres, indiquant qu'ils avaient été enterrés à des moments différents.
Il ne s'agissait pas d'un massacre isolé mais d'une série de meurtres sur une longue période. L'équipe se trouvait alors confrontée à des questions troublantes. Qui était responsable? Pourquoi les religieuses étaient-elles ciblées? Plus inquiétant encore. Le temple était-il impliqué? Le tueur était-il quelqu'un tapis dans l'ombre? L'enquête ne faisait que commencer. Voici les versions anglaises révisées et peaufinées de votre texte. Départ silencieux de soupçons grandissent. Monsieur Zhang déclare n'avoir rien trouvé de suspect à l'époque. Supposons que les religieuses disparues avaient simplement déménagé. De même, une femme qui tenait un petit salon de thé près de l'entrée du temple se souvenait d'avoir vu certaines venir prendre le thé de son étal, cependant fin 2007. Elles avaient cessé de venir, pour toute personne n'avait rien signalé aux autorités. Les enquêteurs ont pris note de ces témoignages, mais se sont abstenus de tirer des conclusions immédiates. Pourtant, les disparitions inexpliquées correspondaient étroitement à la chronologie des corps examinés par le police scientifique. Parallèlement, un autre enquêteur interroge M. Livoen, qui gérait un entrepôt agricole près du temple. Prudent et évasif, M. Liu affirme d'avoir aucune information concrète sur les données. Si ce n'est que Zélalé venait fréquemment, tous et 2-3 mois. De nouveaux visages apparaissaient tandis que d'autres partaient. Nit peu proche des films ne se souvenait d'aucun nom. Interrogé sur des bruits inhabituels ou des activités suspectes, il secouait la tête à plusieurs reprises. Affirmant se coucher s'habiter suffisamment loin du temple pour remarquer quoi que ce soit d'étrange. Une recherche dans les archives de la police locale ne révèle aucun signal officiel de disparition liée au nom du temple. Cela n'était pas surprenant, car beaucoup d'étaient peu enregistrés comme résidents temporaires de leur famille. Vivolouage n'avait pas moyen de les localiser. Malgré l'absence de preuves solides, la multiplication des départs inexpliqués suscitait de sérieux soupçons. Pourquoi tant de religieuses avaient-elles disparu sans qu'une seule plainte n'ait été déposée? Il semblait peu probable qu'il s'agisse d'une coïncidence. D'autant plus que leur disparition coïncidait avec les découvertes du charnier. Le major Lufeng envisageait deux possibilités, soit quelqu'un au sein du temple connaissait les vérités gardait le silencieux, soit les religieuses avaient été immobilisées de force, incapables de demander de l'aide. Retracer la chronologie des disparitions. Dans la nuit du 11 juillet 2008, l'équipe d'enquête s'est réunie au siège de la police du comté de Mudong pour consolider ses conclusions. Elle établit une chronologie des disparitions signalées basée sur les témoignages des villageois. Les tendances étaient troublantes. Entre mars et mai 2007, au moins 4 religieuses avaient disparu. De juillet à octobre 2007, quelques autres ont disparu. Bien qu'ils ne puissent pas encore confirmer si ces femmes disparues figuraient parmi les victimes, enterrées, les dates étaient trop proches pour être ignorées. S'il s'agissait d'un acte criminel, l'auteur avait probablement été actif pendant une longue période. Dissimule systématiquement les crimes tout au long de 2007. Un officier suggérait de retourner au temple de Beyal le lendemain matin pour interroger discrètement quelqu'une des jeunes nonnes, dans l'espoir que quelqu'un révèle de nouvelles informations. Le major Lufeng Gakiesa souligne la nécessité de la subtilité si l'auteur se trouvait dans le temple. Le moindre alerte pourrait l'inciter à brouiller les pistes. Il prévoyait également d'inspecter certaines zones du temple, notamment les réserves, les quartiers des invités et cuisiner depuis. Cependant, une perquisition officielle nécessiterait un mandat. Interrogatoire prudent temple de Beiyin. Le matin du 12 juillet 2008, une équipe d'enquête composée de 4 membres retourne au temple de Beiyin. Leur objectif était de s'entretenir avec les données inscrites au registre interne. La plupart d'entre elles affichaient une attitude respectueuse mais distante,
affirment n'avoir eu connaissance d'aucune disparition, certaines affirmaient que le temple était toujours paisible sans signalement de détresse ni de conflit. D'autres se contentaient de répéter le refrain « Nous nous consacrons à notre pratique. N'interagissons que rarement avec le monde extérieur ». Le police percevait une atmosphère tendue, beaucoup semblaient méfiantes. Comme si elle craignait d'attirer l'attention. Cependant, une religieuse se démarqua, une femme d'une trentaine d'années, inscrite au registre sous le nom de Ngokli. Parut visiblement mal de l'aise lorsqu'on interrogea sur la religieuse qui l'avait autrefois accompagnée au marché. Elle admit avoir partagé une chambre avec certaines d'entre elles, mais ne se souvenait ni de la date ni des raisons de leur départ. Son hésitation éveillait des soupçons, un détective insiste. Mais Ngokli baisse la tête déclare que ce n'est pas moins de parler, ils ont reçu la permission de l'abbé et sont partis. Interrogé sur plus de détails, il s'excuse sur prétexte d'assister à la rituel. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une preuve directe, sa réaction fut suffisante pour que les enquêteurs prennent note. Cet après-midi, l'équipe retourne au quartier général pour attendre le résultat de l'expertise médico-légale. Le rapport du médecin légiste contenait une révélation cruciale. Parmi les restes exhumés, au moins 3 squelettes avaient été enterrés depuis plus de 6 mois. D'autres étaient relativement récents, probablement décédés 3 à 4 mois avant leur découverte. Cela suggérait que le meurtre n'avait pu lieu d'un seul coup, mais constituait une série de meurtres s'étalant sur une longue période. Le tueur était probablement présent en permanence à proximité du lieu de sépulture. Facilite ainsi l'élimination progressive des corps, si l'auteur était venu d'ailleurs. Commettre plusieurs meurtres sans être repéré aurait été bien plus difficile. Ce soir, le Major Lufen convoque une autre réunion, il évoqua 2 scénarios possibles. Un prédateur extérieur avait systématiquement ciblé les zones vulnérables du temple. Le meurtrier avait des liens directs avec le temple Beya, ce qui permettait d'éviter plus facilement les soupçons. Bien qu'aucune conclusion n'ait encore pu être tirée, les proximités de la tombe avec le temple et les vêtements des victimes suggéraient fortement un lien interne. Un tournant approfondir l'enquête sur le temple. Le 13 juillet 2008, l'équipe d'enquête a adressé des demandes officielles de coopération à plusieurs membres clés du temple dont l'abbé. L'abbé reportait sa comparution invoquant des engagements antérieurs. Il a convenu d'une rencontre le lendemain, bien que la police ne puisse pas encore l'obliger. Venir elle est restée prudente. Parallèlement, 2 autres religieuses ont également été convoquées pour interrogatoire, l'une d'elles était simple apparemment partie de veille pour une autre province, ce qui les rendait injoignables. L'après-midi même, un habitant du quartier rapportait un détail troublant certaines nuits. Ils avaient entendu des bruits inhabituels provenant de l'arrière du temple, sur le moment. Ils les ont pris pour des animaux errants ou des travailleurs de nuit. Cependant, au vu de l'affaire, la police a pris note. Le 14 juillet 2008, le Major Lufeng et 2 officiers retournèrent au temple et demandèrent l'accès à plusieurs zones spécifiques dont réserve. L'abbé se montra coopératif. Demandant quels endroits il souhaitait inspecter, les officiers indiquèrent vaguement qu'ils recueillaient des informations plutôt que de procéder à une perquisition officielle. Un enquêteur suggère de mener des entretiens privés avec les résidents du temple, l'abbé hésitait, mais finit par accepter de désigner une religieuse aînée pour les escorter. Lors de ces entretiens, le moine Tongtiv, responsable de la cuisine et des réserves, affirmait que personne n'avait disparu dans des circonstances suspectes. Il insista sur le fait que le temple autorisait les gens à venir librement. Les religieuses du champ n'y avoir entendu des rumeurs concernant des résidents disparus, mais ne pas avoir aucune connaissance directe. Ngokli, et même religieuse qui avait semblé inquiète plutôt, mentionna qu'en juin 2008, une jeune religieuse était venue pour une retraite de 10 jours avant de disparaître subitement. L'abbé avait simplement déclaré qu'elle était partie.
Ce dernier détail alarme les enquêteurs, une nouvelle disparition inexpliquée. En examinant les anciens entrepôts du temple, ils découvrirent une légère tache sombre sur un carreau de céramique, soupçonnant qu'il s'agissait de sous-sèche qu'ils ont prélevé un échantillon pour analyse. Pendant ce trou près d'un vieux puits près du temple, ils trouvèrent des ossements d'animaux et des débris sans aucune preuve concluante. Bien que l'abbé se montra coopératif, plusieurs religieuses semblaient anxieuses, ce qui poussa le major Lufeng à soupçonner que l'épaule les empêchait de parler. Ce soir, les experts médicaux légaux rapportèrent que les taches sombres contenues du sang humain correspondent peut-être à celui de l'une des victimes enterrées. L'étau se resserrait. Voici les versions anglaises corrigées, peaufinées de votre texte. Éviter les vérités, l'enquête sorte des résistances. Interrogés sur d'éventuels conflits ou disputes passées, les deux suspects évitèrent de répondre directement, soit par crainte d'être punis, soit par incertitude réelle. Les enquêteurs conclurent qu'ils avaient peut-être trop peur de parler, soit qu'ils cherchaient délibérément à éviter la vérité. Cependant, à ce stade, leur témoignage ne suffisait pas à seuls porter des accusations formelles. Le 24 juillet 2008, l'équipe d'enquête recoupait ces listes de religieuses disparues avec des registres de différentes localités, et il confirme que 3 personnes avaient bien séjourné au temple Beiyan 2007, mais n'y étaient jamais retournées. Leur famille pensait qu'elles poursuivaient encore leurs études religieuses. L'une des femmes disparues avait passé un appel téléphonique inquiétant son frère en juillet 2007, lui déclarant qu'elle ne se sentait pas de sécurité au temple et souhaitait partir. Ce fut son dernier appel avant sa disparition. Le police du comté de Mudong a obtenu un enregistrement de cet appel, que son frère avait accidentellement sauvegardé. On y lisait clairement les peurs de les victimes. Bien qu'elle ne nomme personne explicitement, cela renforçait les soupçons d'un grave dysfonctionnement au sein du temple. Le 25 juillet 2008, des experts médicaux légaux ont analysé les chapelets boueux retrouvés sur le site. De traces de peau humaine et d'ADN ont été retrouvées sur les perles, correspondant à un décor retrouvé dans des fosses communes. Il s'agissait d'une avancée majeure, elle prouvait sans l'ombre d'un doute qu'au moins une victime avait séjourné dans le temple de Beiyan avant sa mort. Les enquêteurs avaient désormais davantage de raisons de croire que le meurtre avait eu lieu dans la proximité du temple et que les corps avaient été jetés derrière celui-ci. Une fouille critique à l'intérieur du temple de Beiyan. Cet après-midi, le major Lufeng ordonna une fouille des pièces et des zones de stockage fermées clés du temple. Il était fort probable que des effets personnels des victimes ou des preuves de violence y soient encore cachés. Cependant, une autorisation officielle était nécessaire pour mener une fouille complète. L'équipe d'enquête rédigeait un rapport complet répertoriant les preuves recueillies jusqu'à présent. 13 corps retrouvés dans des fosses communes. Robe brune tachée de sang. Le chapelet d'une victime. Plusieurs témoignages concernent des disparitions inexpliquées. À partir de ces conclusions, ils ont émis l'hypothèse que le tueur était une personne exerçant une autorité de longue date au sein du temple, capable de contrôler ou d'intimider les victimes. Le 26 juillet 2008, les autorités ont reçu l'autorisation de mener des recherches approfondies. Ils sont arrivés au temple Beiyan tôt ce matin-là. Comme toujours, l'abbé restait calme, n'oppose aucune résistance. Il est simplement chargé de moines d'accompagner la police lors de l'ouverture de différentes pièces. Les fouilles commencent dans les zones de stockage des aliments, puis s'étendirent une rangée de vieilles pièces rares utilisées. Dans une pièce ressemblant à un grenier, les policiers ont découvert un coffre en bois, hermétiquement fermé et couvert de poussière. Interroge. L'abbé affirme qu'il contenait de vieux objets inutilisés. La police a forcé l'ouverture. À l'intérieur se trouvaient des effets personnels. Plusieurs livres religieux et une robe marron tachée de sang. L'abbé l'ignorant affirme qu'il ignorait totalement la provenance de la robe. Pendant ce temps,
Un autre agent remarqua quelque chose d'inhabituel, fut une planche de parquet mal fixe dans l'une des pièces adjacentes de ce qu'ils découvrirent un petit paquet de tissu contenant un penguin. Une note manuscrite froissée. Un petit sac en tissu contenant un chapelet. La note ne contenait que 2 mots clairs. Maison d'évasion. Son contenu suggérait fortement que quelqu'un, probablement une victime, avait tenté de cacher ses effets personnels et peut-être avoir une tentative d'évasion. Ces recherches étaient terminées. L'équipe d'enquête avait retrouvé le robe marron taché de sang. Des effets personnels cachés sous le plancher. Un coffre fermé à clé contenant des objets compromettants. Tout au long des recherches, l'abbé et les 2 moines restèrent calmes, affirmant à plusieurs reprises ignorent les objets cachés. Après avoir quitté le temple, le major lui fait une réunion d'urgence qu'ordonnait à l'équipe médico-légale d'analyser immédiatement des échantillons de sang. Peur au temple. Cette nuit, Hilton Mode est terrifié, appela secrètement les polices. Elle rapportait que quelqu'un de l'intérieur du temple l'interrogeait sur ses interactions avec les polices. Elle ignorait qui avait divulgué l'information qu'elle craignait pour ses sécurités. Le major Lufen lui conseille d'éviter toute conversation privée et de contacter les polices, uniquement via une ligne sécurisée. Cela confirme une chose, quelqu'un de l'intérieur du temple surveillait activement ceux qui avaient parlé aux autorités. Le 27 juillet 2008, des experts médico-légaux confirmèrent que le sang sur les robes brûlées correspondait à celui de l'une des victimes retrouvées de l'hécatombe. C'était une preuve quasi irréfutable que les victimes étaient décédées à l'intérieur du temple. L'après-midi, l'abbé fut convoqué pour interrogatoire. Une fois de plus, il n'y a savoir quoi que ce soit le sujet de les robes tachées de sang, affirmant que quelqu'un avait dû le placer. Le moine Tonkin, responsable des réserves du temple, fut également interrogé. Il ne put expliquer pourquoi des preuves appartenant aux victimes avaient été trouvées dans ces réserves. Cette nuit, les enquêteurs rassemblaient toutes les preuves. Plusieurs n'ont disparu depuis 2007. Victimes enterrées derrière le temple. Objets tachés de sang dissimulés à l'intérieur. Témoins y assistent des bagarres. Les notes cachées mentionnent une évasion. Les seules questions suspectées. Qui était responsable? Les enquêteurs soupçonnaient l'abbé du moine Tonkin d'être impliqué. Mais ils avaient besoin de preuves plus solides avant de procéder à des arrestations. Intensification de l'enquête. Le 28 juillet 2008, la police intensifie ses interrogatoires et convoque l'abbé moine Tonkin. Non Mandi. Non Ngokien. Lors de l'interrogatoire, Mentir avouait quelque chose de nouveau, tel avait vu une fois une robe marron déchirée, similaire nettoyant le grenier. Elle se souvint que l'abbé lui avait expressément ordonné de ne pas y toucher. Cela contredisait directement la déclaration antérieure de l'abbé selon laquelle il n'avait jamais vu cette robe auparavant. Pendant ce temps, Ngokien révèle avec hésitation avoir entendu des appels provenant des salles de stockage verrouillées la nuit. Lorsqu'elle interrogeait l'abbé à ce sujet, il balayait l'affaire du revers de la main, c'était quelqu'un de l'extérieur du temple.
Son témoignage renforce fortement les soupçons que le meurtre avait eu lieu à l'intérieur du temple. Plus tard dans la nuit, les enquêteurs visionnèrent les images de sécurité de la perquisition au temple de Beyin. Ils remarquèrent un moment suspect. L'abbé jeta un coup d'œil au coffre beau avant de s'éloigner rapidement. Bien que subtil, ce geste indiquait qu'il savait qu'il contenait un élément compromettant. Les enquêteurs disposaient ainsi de suffisamment de raisons pour intensifier leur poursuite judiciaire. Une avance décisive. Le 29 juillet 2008, des policiers surveillaient étroitement le temple. À Volot, Moine Tongtin fut aperçu quittant sa chambre avec un sac. Apercevant les agents infiltrés, il fit immédiatement demi-tour. Ce comportement suspect pousse les autorités à l'interdire de quitter le temple. À 10 heures du matin, le major Lu Feng obtint une convocation officielle pour l'abbé Moine Tongtin. Lorsque les polices arrivent au temple, l'abbé n'oppose aucune résistance. Mais Tongtin hésite avant d'obtempérer contre cœur. Au poste de police, les deux hommes furent interrogés bonnet due forme. Leur évasivité conjuguée des preuves médico-légales concluantes permit enfin aux enquêteurs de résoudre l'affaire. Les véritables horreurs du temple Beyin étaient sur le point d'être pleinement révélées. Saints retournent l'un contre l'autre. Alors que l'interrogatoire se poursuivait, l'abbé restait assis dans sa chambre. Écoutant l'enquêteur lire haute voix le témoignage du moine Yin Fak, qui avait affirmé qu'il avait enfermé une meute d'une pièce en 2000. L'abbé nie avec colère l'accusation qu'elle est qualifiant de mensonge invente. Mais ne réussit pas à expliquer pourquoi Yin Fak a inventé une telle affirmation. Pendant ce temps d'une pièce séparée, le moine Tongtin fut confronté au témoignage de Non Monde, qui affirmait avoir vu une robe déchirée cachée de seufs cachée dans les réserves. Tongtin nie fermement l'avoir vu rejeter de faute sur l'abbé, affirmant qu'il était responsable du stockage des objets dans l'entrepôt. Seul savoir que les deux hommes s'accusaient mutuellement. Ce qui était précisément ce que les enquêteurs attendaient. Leurs déclarations contradictoires augmentaient les probabilités que l'un d'eux finisse par révéler la vérité. Une avancée dans l'enquête. Dans la nuit du 9 août 2008, l'équipe médico-légale extrait un enregistrement audio de la voix de l'abbé lors de ses interrogatoires. Elle les ensuite compare au témoignage enregistré de la victime Tin Zhu, qui avait précédemment décrit son agresseur comme ayant une voix grave et calme. L'analyse vocale suggère une correspondance et bien que cela ne constitue plus une preuve définitive. Il est intéressant de noter que Tongtin avait également une voix grave. Ce qui risque les enquêteurs pour l'incertitude quant à l'identité de l'homme responsable de abus de Tin Zhu. Le lendemain matin le 10 août 2008, une ancienne employée du temple Diobin est revenue après son départ en 2008. Elle contacte la police et fait une déclaration cruciale. En novembre 2007, elle a entendu le moine Tongtin menacer de s'en prendre à quiconque parlerait d'une nonne, qui criait au milieu de la nuit. Elle est pas trop effrayée pour dire quoi que ce soit, elle avait rapidement quitté le temple. Cela déplaçait les soupçons vers Tongtin s'il n'était qu'un subordonné. Pourquoi avait-il l'autorité de proférer des menaces? Le 11 août 2008, l'équipe d'enquête a réanalysé tous les éléments de preuve et conclut que les deux hommes étaient probablement impliqués. L'un était le serveur tandis que l'autre a contribué et dissimulé les crimes peut-être. Tous deux avaient-ils participé des actes distants mais tout aussi brutaux. Il est intéressant de noter que l'abbé et Tongtin se contredisaient parfois. Comme s'ils cherchaient chacun à rejeter des fautes sur l'autre pour éviter d'être les seuls coupables. Cet après-midi, un enquêteur suggère une stratégie risque mais potentiellement révélatrice.
Il placerait l'abbé et Tonkin ensemble d'une pièce. Les enregistrerait secrètement et observerait leur conversation. Cette méthode avait déjà été utilisée dans des affaires antérieures pour recueillir des aveux de culpabilité non dissimulée. Cette nuit, le plan fut exécuté. Les enquêteurs informèrent faussement les deux hommes que ce serait leur dernière chance de clarifier leur dire avant la clôture temporaire de l'enquête. Ils sortirent ensuite. Laisse l'abbé et Tonkin ceux dans une pièce équipée de caméras de microphones cachés. Au début, les deux hommes restèrent assis dans un silence complet. Puis l'abbé s'en prit. Pourquoi n'avez-vous pas pu vous taire? Tonkin répondit avec colère. Je ne prendrai pas la responsabilité à votre place. Leur dispute s'envenima. L'abbé accuse Tonkin de ne pas avoir éliminé des preuves correctement. Tonkin rétorque. Je vous ai dit de vous en débarrasser, c'est vous qui les avez traînés dans la réserve, je n'ai jamais commencé. Bien qu'ils n'aient pas avoué ouvertement le meurtre, leur déclaration les impliquait clairement. Apprenant cela, les enquêteurs se précipitèrent de la pièce. L'abbé sursautait de stupeur et accusait immédiatement Tonkin, affirmant qu'il mentait. Pendant ce temps, Tonkin garda le silence, mais il était trop tard, tout avait été enregistré. Ces 1000 saucellent leur destin. Les confessions ploribles vérité. Au matin du 12 août 2008, l'interrogatoire avance rapidement. L'abbé résiste d'abord, mais lorsqu'on lui présente l'enregistrement audio de la nuit précédente, son sang-froid vole un éclat. Il fut contraint de reconnaître son rôle direct dans le transfert des religieuses dans des zones isolées du temple. Pendant ce temps, dans une pièce séparée, il était visiblement bouleversé après avoir entendu ses propres paroles enregistrées concernant l'élimination de corps. Finalement, les deux hommes s'effondrèrent. Cette nuit, le 12 août 2008, après des heures d'interrogatoire intense, l'abbé finit par avouer. Il reste assis en silence un long moment, puis d'une voix rauque et tremblante, il murmure. Je vais tout vous dire, mais ne vous prenez pas pour un monstre, cela n'aurait jamais dû se passer. Comme ça. Les enquêteurs restèrent silencieux, le laissant parler. L'abbé soupire et commence sa confession. En 2007, le temple Béia connaissait des difficultés financières, moins de personnes rejoignaient le 0,5 millions 0,5 000 il subissait des pressions pour maintenir le temple. À cette époque, plusieurs jeunes non arrivaient cherchant un lieu pour pratiquer le bouddhisme. Au début, tu les accueillis avec enthousiasme, puis tu commençais à le désirer. Je savais que c'était mal, a-t-il admis, mais je n'arrivais pas à le contrôler. Cela confirmait que ses premiers crimes étaient de nature sexuelle. Il a ensuite expliqué que lorsque les victimes menacent de le quitter ou de le dénoncer, il panique, craignant de ruiner sa réputation, de perdre son statut. Les violences s'étaient alors intensifiées. Les premières victimes étaient une religieuse d'une vingtaine d'années arrivée au temple en mars 2007. Lorsqu'elle tentait de s'échapper, l'abbé est attiré dans la réserve. L'étranglé jeta son corps au fond du temple. Au début, il est prétendu qu'il s'agissait d'un accident. Mais ses déclarations ultérieures ont révélé une préméditation évidente. Quand j'ai vu que personne n'avait remarqué sa disparition, a-t-il dit, j'ai compris que je pouvais continuer. À partir de ce moment, dès qu'une nonne résiste, il les tuait. Il va mieux.
Il étranglait la plupart des victimes mains nues. Dans certains cas, il utilisait du tissu pour les faire taire. Il enterrait leur corps la nuit, les uns sur les autres, remplissant progressivement de fosses communes. J'ai dit aux autres notes qu'elles étaient rentrées chez elles ou transférées dans un autre temple, a-t-il admis. Les enquêteurs l'ont alors interrogé sur la possibilité d'un complice. Il marque une pause puis déclare. Je n'ai pas enterré le corps seul, parfois. Je ordonne que d'autres de mes tas, elles n'ont pas résisté. Mais elles n'ont pas non plus osé me dénoncer. Cela se confirme de l'implication de Tonkin. À 2 heures du matin le 13 août 2008 les aveux officiels étaient complets. Lorsqu'on lui demandait s'il éprouvait des remords, l'abbé répondit avec une froideur glaçante. Je regrette de n'avoir pu m'arrêter que non de les avoir tués. Il signe ses aveux de celle ainsi son sort. Le verdict final. Le 15 août 2008, après examen de toutes les preuves, les autorités inculpèrent officiellement l'abbé de multiples chefs d'accusation de meurtre, d'agression sexuelle. Tonkin fut inculpé de complicité et encourut de lourdes peines. Le 17 août 2008, l'affaire était officiellement close. Les meurtres de temple de Beyin furent enfin révélés. Révélant un règne de terreur qui avait duré un an et fait 13 personnes. La justice finit par triompher et il était trop tard pour ceux qui avaient déjà péri. Justice rendue, le dernier chapitre de l'affaire du temple de Beyin. L'enquête touche à sa fin. Le 18 août 2008. Le chef de la police provinciale du Yunnan arrivait dans le comté de Mudong pour un dernier examen du dossier. Au commissariat de police du comté de Major Lufener présentait un résumé de l'enquête. La découverte initiale des corps. Le fouille du temple de collecte de preuves. L'analyse des images de surveillance. Les interrogatoires de l'abbé et du moine Tonkin. La direction a félicité l'équipe pour ses efforts inlassables dans la résolution d'une affaire d'une extrême gravité qui implique aux 13 victimes, grâce à une enquête acharnée. Ils ont révélé toute l'ampleur des crimes atroces commis au temple. Le même jour, la police du comté de Mudong et les autorités locales ont organisé le transfert des religieuses restantes du temple de Beyin vers un autre 0,5 000 plusieurs dizaines de kilomètres pour leur sécurité. Le temple de Beyin est officiellement fermé pour une durée indéterminée. Les villageois de Minlan sont restés sous le choc et ne veulent comprendre que leur abbé, autrefois vénère, était été le cerveau des meurtres brutaux de 13 religieuses. Si la police était abstenue de divulguer tous les détails crus, chacun a compris l'horreur des faits. Le procédure judiciaire finale. Le 19 août 2008, depuis ses cellules de détention, le moine Tonkin soumit une déclaration écrite. Il veut rejeter toutes les responsabilités sur l'abbé affirme n'avoir fait qu'obéir aux ordres. Il est cependant également pas admis avoir personnellement enterré au moins 4 victimes confirmées, que l'abbé avait directement commis le meurtre. Bien que les enquêteurs aient perçu cela comme une tentative désespérée de réduire sa peine, la déclaration a néanmoins été versée au dossier officier, renforçant encore les accusations portées contre les deux hommes. Cet après-midi, le major Lufener et son équipe rencontraient Nanmoudé, qui craignait toujours des représailles. Le police lui est assuré que les 2 principaux suspects étaient désormais en détention et ne représentaient plus une menace. Elle acceptait de rester centre de protection jusqu'à la clôture complète de l'affaire.
de maintenant Ngokli, après avoir largement coopéré à l'enquête, choisit de quitter définitivement des vies monastiques et de retourner dans sa ville natale. De nombreux autres religieux ont bénéficié d'un suivi psychologique pour les aider à se remettre de ce traumatisme. Le 20 août 2008, le commandement de la police provinciale du Yunnan a officiellement confirmé sa position juridique. L'abbé était inculpé de multiples chefs d'accusation de meurtre au premier degré, d'agression sexuelle aggravée et de coercition. Compte tenu de la gravité de ces crimes, l'accusation requit la peine maximale de mort. Quant au Mointon qui joue son rôle de complice, le qualifié de prison à perpétuité voire pire, selon la décision judiciaire finale. Le 21 août 2008, les 2 suspects ont été transférés au centre de détention provincial. Une fois tout ce dossier clos, il ne restait plus aucun doute. L'abbé avait systématiquement maltraité qu'assassiné des victimes de début 2007 début 2008. Le Mointon qui n'avait contribué et dissimulé les crimes, pour protéger les victimes et faire leur corps. Les victimes étaient soit tuées dans les salles de stockage du temple, soit traînées dans les cours arrière avant d'être enterrées dans une fosse commune. Le 22 août 2008, avant de quitter le comté de Mudong, le major Lufen visitait le site une dernière fois. Les fosses communes avaient été comblées de sel, avec une clôture bois qu'un panneau indiquant le lieu du crime. Il n'y faut qu'une cérémonie officielle, seulement de sombres souvenirs de ce qui s'était passé. Depuis les premières découvertes de 10 juillet 2008, le police avait travaillé sans relâche pendant plus d'un mois et demi pour rendre justice. Bien que l'enquête fût conclue, ses conséquences se feront sentir pendant des années. Cette nuit, le 22 août 2008, le police du comté de Mudong transférait officiellement le dossier au tribunal provincial. Tout le monde savait qu'un long procès n'était pas nécessaire car les preuves étaient accablantes. L'abbé était un tueur serré qui méritait la peine la plus lourde. Quant au Mointon Kill, son rôle de complice signifiait qu'il subirait lui aussi de graves conséquences. Condamnation définitive d'exécution. Le 23 août 2008, où le tribunal provincial a officiellement rendu son verdict. L'abbé a été condamné à mort, en raison du nombre considérable de victimes et de la cruauté de ses crimes. Le Mointon qui a été condamné à la prison à vie pour son rôle dans la dissimulation, l'élimination des corps. Compte tenu des preuves irréfutables d'un procès public, il était jugé inutile. Les familles des victimes, après avoir entendu le verdict, ont convenu que justice avait été rendue. L'après-midi mai, tout le major Lufeng et son équipe se sont réunis pour un dernier débriefing. L'affaire était close, toutes les procédures nécessaires ayant été menées à bien. L'abbé allait être exécuté, tandis que le Mointon qui passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Bien que l'enquête ait été fructueuse, l'horreur de l'affaire a profondément marqué toutes les personnes impliquées. Le 24 août 2008, l'abbé est escorté jusqu'au lieu de l'exécution. Comme auparavant, il n'était plus calme qu'il avait épuisé toutes les défenses possibles. Ces derniers mots enregistrés furent: « Je le regrette. Mais ces brefs aveux n'avaient aucune valeur juridique. Ils ne pourraient jamais effacer la mort de 13 femmes innocentes. » L'exécution eut lieu immédiatement conformément aux procédures légales. Plus tard dans l'après-midi, des rapports internes confirmèrent que les peines avaient été exécutées. Le Mointon fut officiellement transféré à prison de longue durée, garantissant qu'il ne serait plus jamais libre. Une fois toutes les affaires réglées, la police du comté de Mudong classa l'affaire,
les qualifiant de l'un des crimes les plus horribles de l'histoire récente. Le temple béien resta définitivement ferme en attendant une décision finale sur son sort. L'affaire était enfin close. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus de détails réglés. Le commanditaire avait payé de sa vie. Son complice passerait le reste de ses jours derrière les barreaux. Les conséquences allaient de l'avant. Le 25 août 2008, Dan Modi quitterait détention préventive. Remerciant les enquêteurs d'avoir assuré sa sécurité. Elle monte dans un bus pour retourner à sa ville natale. Jure de ne jamais retourner à ce lieu qui avait causé tant de souffrance. Malgré les justices rendues, le souvenir des religieuses assassines n'effacerait jamais. Les villageois de Mina tentèrent eux aussi de reprendre une vie normale. Mais l'ombre du temple béien persistait. Pour beaucoup, cette affaire servit de leçon funèbre si quelqu'un avait signalé ses soupçons plus tôt. Des vies auraient peut-être pu être sauvées. Fin août 2008, toutes les victimes étaient officiellement identifiées. Le reste furent rendus à leur famille, soit enterrés respectueusement dans un cimetière du comté. Pour celles qui n'avaient peu de proches survivants, les funérailles furent organisées par le gouvernement local. Les religieuses ngokliens m'ont dit que les autres lanceurs d'alerte choisirent tous de quitter la vie religieuse, portant en elles les cicatrices émotionnelles du passé. Les conclusions finales étaient sans appel. L'abbé Tulmenef fut exécuté. Le moine Tongqiu et son complice auraient été condamnés à la prison à vie. Le 26 août 2008, le major Lu Feng remit le dossier final aux autorités provinciales. Son rapport final indiquait: le commanditaire est exécuté. Le complice a été condamné à la prison à vie. Les 13 victimes ont été enterrées dans les règles. Le temple béien est définitivement fermé. Il n'y a plus de menaces. L'affaire était ainsi officiellement close. En quittant son bureau, il mit de côté l'épuisement des derniers mois. Justice avait été rendue. What do you think about this issue? Please leave your comments below. If you enjoy content like this, please hit the subscribe button to support the channel and help it grow. Wishing you a wonderful life. Goodbye and see you next time.